Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Bonjour le King, comment ça va depuis ton retour en France? Eh ben, ça va, hein. Ça va, monsieur Guillaume, comment vas-tu? Bah ça va très bien là, j'ai plein de choses à te demander. Déjà on va commencer. Habillé, habillé en net jazz. Habillé en Nathan Diaz. Et oui parce que ouais faut le défendre parce que là selon toute vraisemblance il y a l'UFC qui pousse pour Ramzat Chimaev. Bon je suis Nate Diaz, soutien pour Mais, Kryptonite. mais tu sais que ça va mal se passer. Je pense que ça va très mal se passer pour lui donc. Tu sais que quand monsieur Hamzat va mettre la main sur lui, ça va être, voilà, c'est la tronçonneuse, quoi. Ça va mal se passer. Ça va être du smash. Il va le smash all Ça, night long. ça risque d'être compliqué, mais à suivre en tout cas. On directement rentre dans le vif du sujet. Nassourdine Imavov, qui d'ailleurs vient de passer 12e au classement middleweight, il s'est imposé contre Edmen Shabazian par TKO au deuxième round. Qu'as-tu pensé de cette performance? En tout cas, c'est ce que j'ai dit à Ross, la photo d'après-combat dans la cage que t'as postée sur tes réseaux sociaux, iconique de Nassourdine avec cette célébration. Raconte-nous un peu, enfin, ce que t'as pensé du combat, la suite, avec Fernand qui s'est permis d'être un traducteur, un petit peu aussi improvisateur pour dire bon bah, on veut un top 5 pour la suite. Raconte tout. Euh, Bah, c'était plutôt bien. La photo de Nassoudine exprime un peu le ressenti de toute la team, de tout ce qu'on a. C'est la conclusion de tout ça. C'est-à-dire que il est accru, il bosse comme un fou. C'est la consécration de quasiment 5 années sur Paris. Le mec, il part d'Aix-en-Provence, il vit à Paname et il squatte dans une petite chambre de bonne avant d'évoluer. Aujourd'hui, il est dans un bel appart. Il a vécu une certaine, et je pense que c'est ce qui ressort en fait dans ça, dans ce cri qu'il donne à la fin. C'est que même si on est sûr, même si on sait qu'il est efficace, qu'il peut gagner, mais quand même, c'est souvent compliqué. Comme je le dis encore, pour nous en tout cas, la vision qu'on a, pour moi, la vision que j'ai de la division de 84 kilos, c'est que Edmond Shabazian, c'est l'un des meilleurs dans la catégorie. Enfin, on ne se nous fions pas au fait qu'il a eu des défaites avec des grands noms et tout. Ça reste quelqu'un de très compliqué à battre. Très compliqué dans le sens où il n'y a pas finalement de gros lutteurs, de purs lutteurs. Il y a des mecs qui, comme Phil Walls, peuvent te coincer à un moment donné en utilisant la force quelque part, mais tu sais que tu peux trouver un moyen de les battre. Euh, et donc, moi, j'ai vécu un Assoudine qui a beaucoup mûri. Bon, le mec, tu le vois que c'est fou, en fait. C'est comme si tu avais un gosse qui n'arrête pas de grandir. J'ai des filles et comme elles sont toutes jeunes, ma fille a 9 ans et j'ai l'impression que quand je rentre des États-Unis et que je fais une semaine sans la voir, elle a poussé encore. Bah, c'est la même chose que c'est ce que c'est l'impression que me donne Nassourdine. J'ai l'impression qu'il grandit tous les jours dans l'esprit, dans le mental, dans la compréhension du game. Son fight IQ pousse à mort. À chaque fois, il fait des décisions, il va sur des choix qui sont magnifiques, tu vois. Il sent les choses, il avance, il grandit, il est bon. Enfin, honnêtement, oui, voilà. Il y a un niveau de compréhension qui est génial du game. Tu comprends qu'il faut écouter le coin. Tu es coachable, tu te mets à côté, tu écoutes tout à la lettre. Donc le combat commence. Le mec met beaucoup de pression sur Nassour. On n'a pas réussi à gagner le centre et on sent que Nassour recule. Et Nassour, il est à mode télécommande. Genre, je dis Franck qui a la bouche, boum, ça part, genre à la seconde près. Je le dis, boum, le fond qui part, comme si il avait prédit, mais c'est juste qu'il est engagé. Il s'est engagé auprès de moi en disant, Lopez, tu dis, je fais. Je ne me pose même pas de questions. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le game, il y a le next level du game. Quand on sort du game, on est chez le médecin, il est couché, on est en train d'examiner la fin du game. Le fin du game, il me dit, je sais pas ce que j'ai, je suis pas complètement satisfait de ce que j'ai fait. Et je lui dis, je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas satisfait. Parce que tu penses que tu ne m'as pas écouté à un moment donné. Et comme le précédent combat, tu m'as écouté religieusement sur tout, et tu penses que tu as fait une faute, alors que tu es passé next level. Next level, c'est quand tu es capable
d'écouter ton coin, mais d'être en autonomie à un moment donné, de te dire, OK, il y a le feu rouge qui décide du passage des voitures, mais quand il y a le flic qui arrive, bah, il prend la priorité sur le feu rouge. Et là, tu as pris la priorité parce que tu es dans la cage et je ne vois pas ce que tu vois. En gros, au bout d'un moment, il est en side control. Je lui demande si le gars revient sur le ventre de continuer à attaquer le coup ou je lui demande de prendre la montée. Cyril et moi, on parle, prends la montée. Et au bout d'un moment, il sent que la montée peut être risquée. Il le sent, nous, on ne le sent pas. Et ensuite, il voit que Shahbazyan laisse traîner son bras et il va prendre le crucifix. Très bon choix, bonne décision de sa part, qui n'était pas mon appel à moi, mais qui était sa décision autonome à lui. Ça, c'est next level du fight IQ. Et ça, c'est très important de se dire que tu écoutes ton coach, mais tu es capable de refuser une information parce que tu es next level, parce que tu sens les choses que ton coach il va apprécier après le combat. Après le combat, je suis content en me disant, tu as bien fait de prendre ce choix-là parce que tu le sentais. Tu sais, il y a des mecs que tu peux garder en crucifix parce que tu as une supériorité physique. Et il y a des mecs que tu ne peux pas garder en crucifix parce que même si ta technique elle est bonne, physiquement, il est beaucoup plus imposant que toi et il va sortir du crucifix. Et là, il n'y a que l'athlète qui est sur le terrain de sentir s'il peut conserver le crucifix ou pas. Il a senti, il a fait et je sais qu'il est passé next level. Donc voilà, je le trouve brillant. Je le trouve brillant sur... ça n'a pas toujours été facile de faire monter un jeune qui est bon, qui pense qu'il est bon complètement et qui petit à petit commence à comprendre que la seule certitude qu'on a dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Et quand tu comprends ça, qu'il n'y a pas de certitude et que tu te mets à écouter religieusement ton coin et que tu adaptes les choses, c'est le combo magique. Je l'ai vécu de manière générale. J'adore ce que j'ai vécu sur New York. Oh là là. Et donc là, pour la suite. La suite, je pense que le meilleur plan pour nous serait de prendre Weidman, l'ancien champion du monde. Chris Weidman? Yeah. Alors, explique-moi pourquoi. Parce que personnellement, moi, j'avais en tête Jack Hermanson. Je trouvais que c'était un bon test. Il est 6e mondial actuellement. Chris Weidman, il est même plus ranké, je crois. Là, c'est quoi? C'est un objectif de notoriété? Il est ranké. Il est 14e. Ok. Donc, il est derrière? Ouais, il est derrière. Mais sauf que Chris Weidman, c'est pas pareil. Tu mets Jack. Jack, c'est un bon nom. Il est bien classé, mais il n'a pas le pouvoir qui va avec. Quand la nouvelle, parce qu'il y a un jeune aux dents longues qui est passé sur un ancien champion du monde, il devient legit, très legit à un moment donné. Maintenant, au-delà de ça, au lieu de voir Jack Hermanson, moi je te dis encore, je suis persuadé que si on ne tape pas sur la notoriété de Chris Weidman, vaut mieux aller taper sur un Italien. Non, 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 non. Il est 3e, Marvin Vettori. Il est 3e. Bah, encore une fois de plus, il n'a pas de combat, il n'est pas busy. On peut le rendre busy, on peut lui donner du boulot. Mais pourquoi il accepterait? Parce qu'il se dit c'est un combat facile. Marvin Vettori, si on lui donne le combat, il se dit je me refais. Le jeune est en train de monter, je lui apprends c'est quoi le respect, il se calme un peu et puis je reprends la légitimité et je reviens plus fort pour aller refaire la ceinture. Mais sauf que ça va être un poison. Et encore une fois de plus, c'est un choix de se dire, vous me tombez vers l'avant. C'est-à-dire que, où on fait en se disant qu'on veut la notoriété, on peut prendre un mec qui a la notoriété parce que Weidman, c'est un champion. Ça a été un champion. Voilà quoi. C'est pas un mec qui a combattu que pour la ceinture. Vettori, il a combattu pour la ceinture, il n'a pas été champion. Weidman, il est connu. Tu le bats, tu passes de l'autre côté de la barrière. Tu deviens legit, quoi. Il est encore dans la course, mais il a du retard par rapport à la jeunesse. Tu vois? Et Vettori, c'est le pari vraiment de la puissance contre la vitesse. C'est le pari de la puissance contre le fight IQ. C'est le pari de l'expérience contre la jeunesse. Moi, j'adore. Au milieu, c'est, voilà quoi, tu vas chercher des matchs qui sont certes faciles sur le papier, mais qui peuvent se compliquer finalement. Et alors que, quitte à ce que ce soit compliqué, va chercher ce qui est compliqué avec le mec qui vient de faire la ceinture. Tu te tapes l'italien, c'est assez compliqué, mais quand tu passes l'italien, bon. Ouais.
Faut pas laisser la place parce que ça pousse derrière. Hein. Mhm. Il faut comprendre que si Pereira bat deux personnes fortes, on va le propulser sur la ceinture hein, parce qu'on veut absolument Adesanya contre Pereira dans les 84 kilos. C'est un combat qui parle, c'est un combat qui est historique par rapport au Glory. Ça pousse à mort derrière. Et donc, si tu traînes trop, Pereira qui vient de signer à l'UFC, qui montre qu'il a une très belle défense d'amener au sol, qui se débrouille pas mal, qui est capable d'être patient et d'aller, il pourrait venir te doubler, prendre la place et aller faire le titre mondial. Donc, faut pas trop attendre non plus. Encore une fois de plus, comme je t'ai dit, tu combats pour tu continues à combattre des mecs du top 8, 9, 8, 7, 6, 5. Tu continues à toucher moins de 100K. Tu combats tout de suite sur le top 2, bah, le prochain combat, tu es sur un truc où tu touches au minimum 350K. Et ta vie change. Il faut changer la vie des jeunes. C'est le but du... Enfin, moi, le pari que je me suis pris avec le MMA Factory, le Management Factory, c'est juste de dire comment faire les raccourcis. Mon idée, c'est comment je fais les raccourcis de carrière des jeunes. Et donc, la carrière, faut pas trop perdre le temps. C'est que, au-delà d'être, encore une fois, je le répète, c'est une performance de prendre les raccourcis. Ce n'est pas être vénal. Je ne cache pas ici que je ne fais pas du pro bono et qu'à chaque fois que le jeune en question va aller faire son match qu'il va faire, bah, il y a 10% qui vont aller dans mon compte quelque part. Ça, c'est une vérité, c'est normal, il n'y a pas de problème. Cependant, c'est important de prendre le moins de dommages possible pour le plus d'argent possible dans la carrière des jeunes. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec Nassourdine et l'UFC où tu te dis, là, maintenant, il y a une traction et eux aussi, ils ont envie de le pousser. On a vu qu'il avait re-signé avec l'organisation. Mais est-ce que là, tu sens aussi, au-delà de ta volonté, la volonté de l'UFC de se dire, là, maintenant, on va aussi faire en sorte que Nassourdine Imavov devienne un des grands noms pour la suite? Absolument. Oui. On a le jour où il y avait le combat, le samedi du jour du combat, il était 14h du côté de New York. J'ai eu une très belle réunion à l'hôtel Peninsula avec Monsieur Campbell. Avec Hunter Campbell, oh là là, ok. Et l'équipe du matchmaking. Donc, il y avait Mick Mena et bien entendu, il y avait Cyril Gann. Et donc, on a évoqué le cas de Nassourdine avec une véritable volonté de lui faire, si jamais, puisqu'il était 14h30 et qu'on combattait à 20h, donc le pari de l'UFC, c'est si jamais il passe la barrière de ce soir, on va en faire quelque chose de bien. Alright. Bon bah les choses sérieuses commencent pour Nassourdine. Avant de passer à la suite de l'UFC 268, il y a eu peut-être le plus gros buzz de cette carte-là, magnifique tasse, le plus gros buzz de cette carte, qui n'est pas lié au combat de l'UFC 268, non, mais à une rencontre dans les couloirs, dans les coulisses du Madison Square Garden, qui sur le papier, n'est pas scripté du tout par l'UFC. En tout cas, il y a eu un Mistral, mais un Mistral de l'espace de Francis qui vous a croisé. Tout le monde était surpris, il y a juste Fernand qui sait. Là, qui se dit maintenant, ça y est, voilà, peut-être que Cyril y allait un petit peu à reculons, mais là, ça y est. On est d'ici, 2 mois et demi. Il y a le title fight pour l'unification. Là, voilà, les hostilités sont lancées. C'est parti. Mais non, moi, je suis assez surpris par ce que ça donne comme retour, parce que je comprends pas que vous soyez outré par ce Mistral dont tu parles, par ce passage de Francis. Honnêtement, je suis pas du tout surpris. Genre, d'ailleurs, je le verbalise, je le dis à Cyril, mais tu pensais quoi? Mais je suis pas surpris. C'est sincèrement ce que j'aime dire, ce que je dis souvent à mes gars. Il va se reconnaître d'ailleurs, Cyril et d'autres gars avec lesquels je travaille. C'est il faut fonctionner dans la vie
comme si on avait une caméra sur notre tête tout le temps, comme si c'était la Star Academy ou, je sais pas moi, un reality show, où tu ne peux pas cacher tes actions. Et donc, toi, Guillaume, la question à te poser, c'est, tu regardes les gens et tu juges les gens. Et tu dois te poser la question, si jamais il y avait une caméra sur ma tête qui me regarde en permanence, est-ce que mes parents seraient fiers de moi? Est-ce que mes fans seraient fiers de moi? Est-ce que ma copine serait fière de moi? Est-ce que si elle voyait vraiment la caméra, est-ce qu'elle verrait que je suis en train de texter à d'autres filles? Est-ce que mes amis seraient fiers de ma loyauté? Est-ce que avec mes amis, je suis pas en train de faire des combines derrière d'eux et tout? Et ça, j'aime bien cette idée-là, de vivre comme si tous les jours, il y avait une caméra au-dessus de ta tête qui te filme tous les jours. Quand tu fais cet exercice, tu te rends compte combien de fois tu n'es pas parfait et tu te rends surtout compte vers quoi tu as envie de tendre. Ce qui s'est passé, les gens sont surpris, mais ceux de nous qui connaissent Francis, sinon, c'est pas surprenant du tout. Déjà parce que, il ne me doit rien, Francis. Je suis pas son père, je suis pas... Même les parents, il y a des fils qui ne parlent plus à leur papa pour le reste de la vie, pour 30 ans. Ils ont la liberté, c'est la démocratie. Je peux ne pas aimer quelqu'un et ne plus lui parler. Il n'a rien, il me doit rien. C'est que la morale dit que, oui, comme tu l'as aidé, mais il me doit rien et je m'attends pas à ce il faille faire quelque chose. Ça, les gens ne comprennent pas. Je ne lui reproche rien, je peux pas lui reprocher de passer, de pas dire bonjour, d'autant plus que c'est pas, enfin, on n'est pas à notre période d'essai, on a échangé des amabilités via les médias, et donc forcément, du mieux attends, moi, ça me gêne pas du tout, je suis au courant de ça. Mais cependant, lui, au moment où il le fait, lui ne sait pas qui a la caméra, qui va filmer. Nous, on ne sait pas, c'est que moi, je suis là, je parle à Nassour, Nassour regarde, je sens que le regard de Nassour est captivé par quelque chose, je suis le regard de Nassour, je vois Francis venir, et je vois, je regarde Cyril, Cyril regarde du côté de Francis, et Francis passe, et Cyril fait ça. Il vous go là. Et donc, il passe, et moi, je reviens, et quand je reviens, il y a ce mec-là qui est le community manager de l'UFC, ils en ont plein dans les couloirs, qui est face à nous. Et il y a un mec à côté de nous qui fait « No, no way ». Et il dit « Yep, I got it all ». Je dis « No ». Il dit « Yep, I got it all ». Et là, genre, 30 secondes après, c'est les messages de partout en mode de, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, je suis sûr qu'au moment où il passe, Francis, lui donne une version de lui qui est ce qu'il ressent vraiment, qui est loin de la réalité de ce que les gens idéalisent en disant c'est un mec archi cool, archi qui parle posément, qui est poli, qui est machin. Moi, je sais que je le connais vraiment de l'intérieur. Je sais que si on voyait, s'il y avait une vraie caméra sur lui qui donne la vraie image de la réalité, ce ne serait pas ça. Mais donc, du coup, ça ne me surprend pas. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de mal, sincèrement. Moi, de mon point de vue, le mec, il a le droit de ne pas saluer. Je suis un peu surpris pour Nassourdine. Parce que pour Cyril, ça oui, voilà, c'est ça qui m'a surpris, moi. Voilà, pour Fernand Lopez, c'est son ennemi dorénavant. Mais pour Nassourdine, qui vient de gagner et qui est, comment dire, qui est l'un des mecs qui a le plus aidé Francis de toute sa carrière en termes de sparring. Parce que vous êtes au courant que Nassourdine, je l'ai choisi pour être le sparring de Francis aussi, parce qu'il y a ce côté, c'est un couteau suisse. Il est autour de 93 kilos, 95 kilos. Il va très vite. Il comprend bien le jeu du changement de niveau. Il a la taille des poids lourds. Il gère bien. Si tu peux gérer la vitesse et la précision de Nassourdine, tu peux gérer la précision et la vitesse de n'importe qui dans les heavyweight division. Ça va, tu gères. Et donc, du coup, il a beaucoup joué ce rôle-là. Il a pris des cartouches, des uppercuts de Francis à l'époque, monstrueusement, tu vois. Et donc, du coup, moi, je me disais, il va lui faire un signe de tête en mode
good job, beau travail ce soir, et puis il trace sa route. Moi, c'est le seul petit détail qui m'a surpris. Mais pour moi, ou pour Francis, ou pour Cyril, mais c'est normal. Moi, ça me gêne pas du tout. Pour moi, ça a tout son sens. Vraiment, honnêtement, non, ça me gêne pas du tout. Et c'est. Mais c'est lancé. Mais là, c'est lancé. Mais c'est bien. C'est bien dans le sens où. C'est pour ça que je rigolais, en fait. Parce que là, le bon gamin dit OK, là, j'ai envie de combattre. Tu vois ce que je veux dire? Il ne dit rien d'agressif, il ne dit rien de méchant. Il dit simplement là, ça m'excite. Là, j'ai envie de fighter. Là, j'ai hâte d'y être. Tu vois, quand tu as ça, tu dis bon, on y est, ça devient intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, non, je pense que on devrait prendre ça avec beaucoup de recul, beaucoup d'empathie, de se mettre dans les chaussures de l'autre et de comprendre que c'est complexe pour lui de s'improviser. Il arrive dans un couloir, il y a des gens qui savaient potentiellement qu'on est aussi sur la craque 4, mais ne savaient pas que là, on va se voir là. Il y a son Markel qui s'arrête pour saluer quelqu'un, son manager, et donc il s'arrête 2 secondes, mais il ne salue pas la personne, mais tu sens qu'il ne sait pas lui-même, il ne sait pas exactement où il va, il improvise sur le coup son truc, et il fait son truc. Et moi, ça me va parfaitement. Il fait son rôle et c'est bien. Il fait ce qu'il a à faire et plus loin. Est-ce que là, maintenant, avec ça, toi, t'as un petit peu plus hâte d'être à la Fight Week et te dire, bon, la conférence de presse, là, risque d'être un petit peu plus sympa parce que c'est vrai que j'adore Cyril, tu le sais, enfin, tout le monde le sait que j'adore Cyril, mais bon, côté faire le show un petit peu en dehors de la cage, c'est pas trop son truc. Est-ce que là, tu te dis, avec ça, le fait qu'il ait peut-être été un peu piqué, il y a peut-être moyen qu'on s'amuse aussi durant tout l'avant-combat. Oui. Alors, il n'a pas été piqué, Cyril. Il a été surpris, comme je t'ai dit encore. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas, mais ils n'ont pas été amis, mais ils ont beaucoup échangé, mine de rien. C'est que ils ont vraiment échangé avec des longues discussions de la sympathie, donc du coup ça peut être surprenant pour la personne de se dire OK, d'accord, on n'est pas potes, il y a rien, mais moi même quand je suis pas pote avec des mecs, je salue mes adversaires. Genre il est capable de, quand on croisait Volkov, il tapait Volkov à l'épaule alors que Volkov va de l'autre côté, il le tape et tout, il dit hey, il le salue, il est dans l'amabilité, il est dans le sport complètement. Lui, dans son mode d'éducation, il ne capte pas ce qui se passe là, tu vois. Mais donc, ce n'est pas qu'il a été piqué, c'est ce truc de dire, comme les jeunes disent, wesh, c'est tout. Mais en soi, mais encore une fois de plus, je pense que les gars comme Cyril, tu ne peux pas avoir un meilleur pay-per-view avec eux que quand c'est organique. Si tu fais une espèce de mise en route scénarisée, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Il n'aime pas. C'est que il n'aime pas. Tu peux pas improviser avec lui. Tu peux pas pousser à faire un truc avec lui. Ça ne passe pas. Même des trucs assez simples. Je raconte une anecdote où sur la presse-conférence avec Derrick Lewis, il a une oreillette. Et donc, moi, j'ai un micro. Je suis en contact avec lui. Et donc, on s'est dit, si jamais il a du retard sur un truc, je lui dis ce qu'il faut dire. Et il se trouve que Derrick Lewis, quand le journaliste Sami Amoudi dit « Qu'est-ce que ça te ferait d'être battu devant ton public par un Français ?» Et il dit « Fuck him and fuck you ». Et moi, j'appuie le micro et je dis « Fuck you too ». Et il fait comme s'il n'a pas compris, il me fait la tête comme ça. Je dis, mes frères, fuck you too. C'est mort. Ça peut pas, il n'aime pas ce genre, il peut pas. Tu vois, il est naturel, il est organique. Il a besoin d'être organique. Il a besoin de le faire parce qu'il le sent. Tu peux pas forcer Cyril à faire quelque chose. Par contre, comme c'est organique et que c'est arrivé de manière hasardeuse et que ça l'excite en mode, OK, on est déjà dans le fight. Bah, du coup, c'est bien.
C'est bien parce que du coup, effectivement, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Très bien. Affaire à suivre alors. Et puis, revenons au sportif, l'UFC 268, victoire de Kamaru Usman qui a confirmé face à Colby Covington. Ça démarrait très bien, puis ça a été très très chaud pour Kamaru Usman qui a eu besoin de sécuriser le 5e round pour une 5e défense de ceinture. Toi, t'as pensé quoi de cette victoire? J'ai dit dommage pour Covington. Dommage. Il n'était pas loin. Et il n'a pas trouvé son chemin tout de suite. Mais s'il avait trouvé son chemin au début, et ça c'est aussi histoire de rester sans combattre. C'est le mauvais conseil à donner à un combattant de dire, OK, attends la ceinture. Non, faut pas attendre. Faut être busy. Genre là, concrètement, dans les discussions que j'ai eues avec la direction de l'UFC, il y avait une discussion sur le combat, donc une clause spéciale pour le combat de John Jones avec Cyril. Donc, clause spéciale, c'est super intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il y a un certain montant d'argent qui est pour lui et qui est intéressant pour ce combat-là. Cependant, le conseil qu'on donne, c'est, par contre, tu ne sais pas quand on va le revoir. Donc, ne planifie pas beaucoup dessus. Vous voulez jouer comment? Si jamais ça se passe bien pour vous, si c'est Francis qui gagne, voilà ce qui va se passer. Si c'est toi qui gagne, voilà ce qui va passer. Si c'est vous qui gagnez, tu veux faire quoi? Tu veux attendre ou tu veux prendre Stipe ou tu veux prendre qui? Voilà. Disons, c'est ce genre de discussion qu'on a. Et en gros, la discussion le conseil que moi je donne toujours et qui d'ailleurs match avec l'idée de l'UFC, c'est de dire busy à mort. Il faut rester busy. Covington a laissé trop d'espace sans combattre. Et c'est dommage parce que quand tu vois ce qu'il a fait au 5e, tu te dis que si c'est un mec qui a de l'activité dans les jambes, il pourrait poser un problème. Honnêtement, je suis choqué. J'étais médisant, quoi. Moi, je pensais qu'il va se faire rouler dessus. Et il a fait un combat. Oh. Et encore un combat sans fight IQ. Parce que je ne comprends pas pourquoi il allait lutter. Je ne sais pas ce qu'il voulait essayer de faire. Il n'y a personne qui a un sprawl comme Ousmane. Au bout d'un moment, arrête d'essayer de lui mettre des takedowns. Il rate sa victoire parce qu'il veut mettre des takedowns. Tu peux Au pas. 5e, ouais. Utilise des fins de takedowns et puis envoie des crochets, tu vois. Et donc, oui, je suis un peu déçu pour lui, mais je suis très content pour Ousmane qui a fait, encore une fois de plus, c'est pas une masterclass, mais il a fait un très beau combat, maîtrisé de bout du début à la fin, avec des moments où il a un peu titubé, mais ça va. Il a fait comme il fallait faire pour être champion, pour garder sa ceinture et tout. Et donc, c'est correct. Mais honnêtement, il y a quelque chose à faire, quoi. Tu te dis, il n'est pas loin Covington. Enfin, jamais il n'a été aussi bousculé, Ousmane, finalement. C'est que même mon préféré, Gilbert Benz, il n'a jamais pu bousculer Ousmane de cette manière. Et je ne suis pas sûr que celui qu'on vous a mis comme remplaçant, qui est aussi un grand pote à moi, Vicente Luque, je suis pas sûr qu'il pourrait ébranler Ousmane comme l'a fait Covington. Et quand tu sais que, alors c'est un jugement que je vais poser, que je n'aime pas poser parce que j'aime être très solidaire avec les coachs, mais c'est difficile d'être solidaire avec le camp de... MMA Masters. C'est dur. En termes de coaching, ça a été laborieux quand même. Et donc, quand tu vois ce qu'il a pu faire avec un coaching où on lui a systématiquement dit de faire comme on a fait à l'entraînement, sans aucune autre précision, il s'est pas mal débrouillé. Bon, bah voilà, défaite encourageante donc pour Colby Covington. Il y avait aussi Thug Rose qui revenait, qui s'est imposé face à Weidong. Là aussi un combat assez serré, victoire de Rose Namajunas par décision partagée. Toi, qu'as-tu pensé de la performance de Rose? Et surtout, là on se dirige, selon toute vraisemblance, vers une revanche face à Carla Esparza. Très beau combat de la part des deux d'ailleurs. Les deux ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Encore une fois de plus, il y a les gens qui négligent beaucoup le niveau de sol de Rose. C'est l'un des meilleurs sols qu'on puisse avoir chez les filles à l'UFC.
On a oublié ce qu'elle a fait au TEF et tout, mais c'est un sol magnifique. Et puis en termes de boxe, elle a tellement évolué, elle a tellement progressé. Je pense qu'on a eu le meilleur de Weili Zhang. Je pense que Weili Zhang, c'est aujourd'hui, j'ai donné le meilleur. Et cette fille, elle est trop forte. Hmm. Voilà, combat bien équilibré. Et encore une fois de plus, elle était là. Elle a été présente tout au long du combat. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Et puis, Carla Esparza, bon chance pour elle. Hmm. Ouais, c'est très difficile pour elle. C'est que Carla, à côté de Weili Zhang, voilà quoi. Carla essaie de débrouiller, elle essaie de progresser en boxe. Mais on sent que c'est une lutteuse, quoi. C'est très compliqué pour elle de venir échanger avec. Et même si elle a mené au sol, le sol de Rose est compliqué. Donc, je pense que Rose est là pour quelque temps. Carla C'est ça Esparza, que j'aime. ouais. Ouais. Carla C'est ce que Esparza, j'aime. toute première championne strawweight de l'UFC. C'est ça, la toute première qui s'est fait détrôner par Joanna Jędrzejczyk avec une masterclass. Donc, oui, j'aime beaucoup ce que fait Rose et je pense qu'elle est là pour longtemps. C'est fou parce que il y a cette espèce de fragilité sur son physique, cette espèce de fragilité sur son mental qui cache un caractère trempé, un acier trempé. Et je pense qu'elle est là pour longtemps. Ok, ok, ok. Et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder le combat Carla Esparza contre Joanna Jędrzejczyk. Fernand en a parlé à plusieurs reprises. Ça a été une révélation pour lui, tout simplement. Alors, on avance avec Geji Michael Chandler. Qu'as-tu pensé de ce combat-là? Donc, ça a tenu toutes ses promesses. C'est vrai que j'ai trouvé ça peut-être un peu trop décevant, parce que, surtout du côté de Chandler, il était surtout là pour avoir le bonus du Fight of the Night plutôt que de gagner le combat, j'ai eu l'impression. C'est ça. Je J'arrive pas à comprendre qu'il ait laissé couler sa chance comme ça pour faire du show. Enfin, Malgré il a les mis tout, instructions de son coach, hein, pour le coup. c'est ça. Il a mis toute l'énergie à vouloir faire des coups de pied retournés en mode hélicoptère carrément. Il a mis son énergie à vouloir faire des grosses lames alors qu'il pourrait faire des takedowns simples et contrôlés et prendre le dos. Euh, pour le coup, il n'a pas été efficace. Pour le coup, très beau combat, il n'y a rien à dire, mais ça me fait mal pour lui parce qu'il y avait de la place. Il y avait vraiment de la place pour qu'il fasse. Et là, il a pensé à faire le meilleur combat de la soirée. C'est un showman, il s'est dit, je vais faire du Gaethje. Je vais faire du Justin Gaethje. Et finalement, Justin Gaethje s'en est mieux sorti que lui. Bon, au point où on en est, ouais, je pense que ce qui reste à faire, c'est Islam contre Justin. Parce que je ne vois pas, je pense que Justin Gaethje ne devrait pas aller à la ceinture. Mhm. Parce qu'il sort d'une défaite, ensuite une victoire, et puis la ceinture, non. Je pense qu'il devrait aller prendre Islam. On voit ce que ça donne, et ensuite, on avance. Ok. Euh, et puis, euh, et puis, je pense que Chandler devrait prendre Conor McGregor. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On y est. Ah bah ce serait complètement dingue comme combat. C'est ça. Je pense que ce serait un bon retour pour Conor et puis ça récompenserait le côté agressivité de Chandler et voilà quoi. Hmm. Mais il lui a manqué un peu de fight IQ quand même. Et il y a une semaine, il y a quelqu'un comment est-ce que je peux dire ça? Il y a quelqu'un qui a parlé de Trevor Whitman et qui a dit s'il fait le back-to-back, il serait considéré comme le GOAT des coachs. Donc ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui a... Il y a El Elwani qui a dit faudrait peut-être en parler comme l'un des meilleurs coachs de la planète MMA. Est-ce que ce quelqu'un peut nous parler C'est qui, je sais c'est qui cette personne? je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, Trevor Whitman, est-ce que toi t'es bluffé? Il est bon, il est bon. Il est bon. Je lui dis souvent ça. Je le lui dis. Il me dit des choses, des belles choses. Trevor, euh, c'est fou. Plus ils sont bons, plus ils sont assez humbles et plus ils disent des belles choses. Trevor Woodman a toujours eu des très belles paroles vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ce que nous on fait au MMA Factory. Et, euh, et à chaque fois que je peux, je lui dis la même chose en disant je suis un vrai fan et je prends le temps de regarder la précision qu'il utilise sur la manière d'aller chercher le dernier détail.
je considère le MMA comme étant, quand je parle de la précision, je considère le MMA à ce moment comme étant le 100 mètres où il y a sur la ligne de Usain Bolt, au top, au dernier tour du 100 mètres des Jeux Olympiques, ces derniers millièmes de secondes à aller chercher pour faire pas de record du monde. Et lui, il intervient dessus. Il est beaucoup sur le millimètre, le détail qui va pouvoir faire basculer les choses. Et j'essaie de limiter dessus. Je fais le gros boulot sur la période de développement, mais quand on arrive sur l'affûtage, c'est ce comportement-là, cette lecture de jeu, de prendre le temps d'observer le gars bouger. Même le shadow, il observe. Le petit geste de la placement de machin, de truc, machin sur le shadow, ça peut être important. Et j'admire beaucoup ça. Moi, je viens d'une école beaucoup plus systémique. Je vois le système complet de me dire, je veux que le gars progresse en lutte, en boxe, au sol, en stratégie de combat, en préparation physique au même moment. Et lui, il est sur l'analytique. Au lieu de prendre du général, il est sur l'analytique. Et ça, j'apprends de lui en regardant ce qu'il fait. Et il a encore prouvé parce que se retrouver dans une soirée où tu as 3 athlètes, dont 2 qui font des titres mondiaux et un qui fait le vrai common event. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Le combat de Chandler contre Justin Gaethje, on l'a mis en ouverture de carte pour pousser les gens à ne pas attendre la dernière minute pour payer pour acheter la pay-per-view. C'est pour dire aux gens, c'est une stratégie de com, de se dire que c'est fou, c'est que je m'en doutais, mais j'ai vraiment eu la confirmation de la part de Stephen, qui est le boss du pay-per-view de l'UFC et de la plateforme UFC Fight Pass. C'est lui qui décide de qui passe, qui est le combat vendeur, c'est lui qui prédit les chiffres des pay-per-view qui vont être faits. Donc, du coup, je suis allé sonder avec lui pour savoir quels sont les chiffres des pay-per-view qu'on pourrait atteindre sur 270 et tout. Allez. Que je ne veux pas te dire. Mais non, c'est pas possible. Et donc, du coup, il me dit, bah, ce genre de carte, on met ce genre de nom en début de carte parce que sinon, les gens attendent la dernière minute et ils font sauter les plateformes parce qu'ils viennent acheter sur le dernier combat, le pay-per-view, alors qu'avec Chandler, en début d'ouverture de Fight Card, ils sont obligés d'acheter avant parce que c'est un gros fight. Et avoir ce combat, avoir Rose qui fait la ceinture, avoir Ousmane qui fait la ceinture sur la même soirée, dans les mêmes vestiaires, il faut être mentalement solide comme coach. Ouais, c'est clair, oui, parce qu'ils étaient tous dans le même vestiaire en plus, ouais. Voilà. Et donc, du coup, tranquillement, il a monté les choses. Tranquillement, il venait avec chacun. Tranquillement, il donnait des consignes qui sont pas des consignes bateau qu'on dit à tout le monde, juste de son vestiaire. Vas-y, respire. Non, sors de là. Non. Il donnait pas ce genre de consignes. C'était assez précis. C'était assez carré. Quand il est généraliste, c'est sur des phrases qui sont des phrases qui ont un sens. This is what we do all day. Ousmane, we have 5 minutes. This is what we do all day. Il te rappelle juste, c'est notre métier. C'est ça qu'on fait tous les jours à la salle. Il n'y a rien de nouveau. Va là-bas et fais ton taf, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est un coach. J'aime beaucoup. Et comme plein d'autres, hein, attention, j'aime. Il y a des coachs qui sont très underrated. Le coach de Triple C, je le trouve très efficace. Et je trouve que comment il s'appelle? Albarracine. Eric Albarracine. Voilà, Eric Albarracine, je pense que comme il fait le guignol avec ses manteaux fouillés et ses lunettes, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il a fait comme boulot. Il a juste entraîné le seul mec au monde qui est champion olympique et champion de l'UFC. Et double champion de l'UFC. Et Pitbull frère aussi, Patricio Pitbull frère. Et puis voilà, les Pitbull frères et tout. Donc, j'ai beaucoup de... On est très amis. Du coup, pour le coup, avec Eric, on est bien amis. On est amis et j'admire beaucoup ce qu'il fait. On se texte beaucoup. J'apprends beaucoup de lui aussi. Et, ouais. Parlons rapidement là du tweet d'Ariel Helwani. Alors, est-ce que, bon, bah, parce qu'on sait que t'es, enfin, je sais pas si t'es proche d'Ariel Helwani, mais en tout cas, vous vous connaissez, enfin, voilà. Est-ce que c'était quelque chose où toi, t'as dit, bon, bah, ça y est, c'est cool, parce que je passe un petit peu un cap où là, maintenant, il y a cette reconnaissance au-delà on va dire, du cercle fermé des professionnels, mais là, c'est un petit peu aux yeux de tout le monde sur les réseaux sociaux. J'ai passé ce cap-là où t'étais juste, bon, c'est juste un tweet, ça fait quand même plaisir. Non, je vais pas faire le mytho. Les gens
vont faire la plupart du temps, encore une fois de plus, les gens, de manière générale, ne se mettent pas dans les chaussures des autres. Donnent un avis et disent, oh, il aime bien on dise du bien de lui. Mais sauf que c'est la nature humaine, en fait. Si je te dis, moi, Fernand Lopez, je dis Guillaume de la Sueur, c'est le meilleur journaliste au monde, lui, bien, il a gagné la plume de machin. Bof, c'est Fernand Lopez. C'est l'ami de Guillaume. Si je te dis, Ariel Awani, l'un des plus grands journalistes du monde du MMA, Le plus grand, le plus grand. Voilà, le plus grand pense que la Sueur devient l'un des médias incontournables du MMA, ça fait plaisir. Faut pas se le cacher, ça fait plaisir. Donc, oui, je suis persuadé que je me débrouille pas mal. Et encore une fois de plus, il y a des gens qui vont pas l'assumer. J'assume complètement le fait, et je le redis, que on n'est pas insensible. Je ne le fais pas ce métier pour attendre qu'on me dise merci. Cependant, le merci est encourageant. C'est simple. Si je faisais ce métier pour le merci ou pour l'argent, j'aurais déjà jeté l'éponge. C'est trop violent, le métier. C'est plus de couteau qu'on te plante, c'est l'acupuncture que tu subis tous les jours dans le dos. Donc, ce qui te fait durer dans ce métier, c'est la passion que tu as pour le métier. Mais encore une fois de plus, ça existe le MMO World parce que ça encourage les gens. Les personnes qui vont dire, ah, lui, il aime trop la lumière, bah, c'est quoi, la prochaine fois qu'on t'appelle pour aller prendre le KO de l'année, dis non, je vais pas aller prendre le KO de l'année. Non, tu vas aller parce que ça fait plaisir. Parce que ça amène un certain rapport qui fait plaisir. Et donc, oui, avoir Ariel Awani qui dit que dorénavant, on doit penser. Et ça, c'est un discours que j'ai depuis en disant, l'Europe, on doit commencer à... C'est que j'ai un projet, et je pense que je suis pas le seul à avoir un projet, de créer des MMA Awards de très bonne qualité pour l'Europe, en disant, on met un vrai budget, on invite les vrais acteurs, on invite les étrangers à pouvoir se poser, à venir sur les MMA Awards en Europe. Parce que à chaque fois qu'il y a des MMA Awards, c'est littéralement les États-Unis qui sont concernés. On ne fait pas venir un gars comme André Perezino du Brésil, le coach de Andrezino, on ne le fait pas venir, le coach de José Aldo, alors qu'il a eu 3, 4 ceintures à l'UFC. On ne fait pas venir, comment il s'appelle, Cavana. Mm-hmm. Il n'a même pas été sélectionné parmi les derniers coachs sur le dernier MMA Award. On ne fait pas venir Fernand Lopez, on ne fait pas venir un autre coach européen. Par contre, il y a beaucoup de coachs américains qui sont là, qui traînent et qui sont sur ce truc-là, élus comme coach de l'année, élus comme sélectionné et tout. Et je pense juste que c'est quelque chose qui nous manque. Et donc, avoir un mec qui vit aux États-Unis, qui travaille, qui fait des interviews que pour des personnalités, qui est considéré comme le meilleur journaliste, qui dit, je pense qu'on devrait commencer à mettre sur les documents qu'il y a un bon coach européen, en tout cas France, qui vit en France et qui travaille sur le MMA, ça fait plaisir. Et bah voilà, ce sera donc le mot de la fin, mon cher Fernand. Question, la semaine prochaine, vous le savez, bah on avance très très rapidement, on prépare de très belles choses pour King Energy et le reste. À la semaine prochaine, le King. À la semaine, chers amis. Et encore une fois de plus, classique, hein. Vous savez, il ne va pas vous le dire, Guillaume, mais il sait qu'il compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis pour mettre le petit like et puis faire un commentaire pour lui donner un conseil. Et moi, je suis là pour pousser vos conseils, hein, parce que si vous demandez à ce qu'il y ait des sous-titres et tout, il faut que lui aussi fasse des efforts et qu'il mette des sous-titres. Si vous demandez à ce qu'il y ait du time code, il faut qu'il vous mette le time code. Si vous demandez à voilà. Et du coup, vous en échange, donnez aussi la possibilité, donnez-lui le truc qui va le motiver à faire tout ça, allez cliquer pour l'abonnement et faites des likes. Aïe aïe aïe, allez à la semaine prochaine.